Il y a quelque temps déjà, j'ai fait une vidéo définissant quelles sont selon moi les 10 meilleures techniques de Dragon Ball. Mais dans ce manga, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. En effet, il existe un tas de manières de renverser un combat à son avantage. Certains personnages se transforment alors que d'autres se régénèrent par exemple. Dans Dragon Ball, beaucoup de personnages disposent de pouvoirs ou d'aptitudes qui leur sont propres ou du moins à ceux de leur race. Ces capacités fabuleuses jouent parfois un rôle majeur dans les duels, mais aussi dans le scénario du manga. Bonjour à tous, ici c'est Lozaru, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 10 meilleurs pouvoirs qui existent dans Dragon Ball. Comme à mon habitude, je ne prendrai en compte que le manga original. Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et les différents films ne font pas partie de cette analyse. Mais rassurez-vous, je parlerai d'eux un jour. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Après un difficile combat, un guerrier qui frôle la mort peut devenir beaucoup plus fort s'il est soigné à temps. Attention, ce pouvoir est exclusif aux Saiyans et je serais même presque tenté de dire exclusif à Vegeta. En effet, Sangoku frôle la mort au minimum 3 fois dans son enfance et jamais il ne revient plus puissant une fois guéri sans s'être entraîné. Le Zankai Power-Up est une capacité inventée par Akira Toriyama pour justifier les progrès permanents de Vegeta sur Namek et lui permettre de battre successivement les différents soldats de Freezer. Elle lui est très utile 4 fois d'affilée, mais disparaît complètement par la suite. En effet, Vegeta frôle la mort contre ses 18 aisselles et ne gagnera pas un boost de puissance en compensation. Le Zankai Power-Up est clairement un pouvoir mal maîtrisé par Toriyama. Certaines théories disent qu'il disparaît une fois le stade de Super Saiyan atteint, mais en tout cas rien n'est clair. Je le mets malgré tout dans cette liste, car cette capacité peut être l'une des clés au cours d'un combat retour, et sans elle, Vegeta n'aurait strictement rien accompli sur Namek. Dans Dragon Ball, plusieurs personnages se transforment pour surprendre l'ennemi et augmenter leur puissance. C'est le cas de Zabon, Freezer et les Saiyans. Parfois, des conditions sont nécessaires, comme atteindre un certain niveau, éprouver une forte colère, ou bien encore regarder à la pleine lune. Les Saiyans semblent les mieux lotis, car leur nombre de transformations paraît illimité. En effet, il y a fort à parier que si Akira Toriyama avait continué son manga après la saga Buu, on aurait eu droit à un Super Saiyan 4. D'ailleurs, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super ne se sont pas gênés pour inventer leur propre nouveau mode afin d'aller toujours plus loin dans la course à la puissance et au sensationnel. Ceci dit, ce n'est pas facile de devenir un Super Saiyan. Sangoku n'y serait probablement jamais arrivé sans la mort de Krillin. Et encore, il a fallu qu'elle se déroule sous ses yeux et de manière presque instantanée pour provoquer un choc émotionnel en lui décisif. Pareil pour Sangohan. Si ses 16 ne s'étaient pas fait écraser la tête juste sous ses yeux, il n'aurait jamais pu débloquer le stade de Super Saiyan 2. Autrement dit, les premières transformations Super Saiyan ne tiennent à rien, et on comprend assez aisément pourquoi personne n'avait atteint ces formes avant. De plus, elles sont très énergivores, surtout le Super Saiyan 3. Dès qu'un guerrier est trop fatigué, il perd son niveau et une grande partie de sa force. Ce n'est pas l'idéal pour les très longs combats. A contrario, les transformations de Zabon et Freezer ne possèdent aucune limite de temps. C'est juste qu'elles les dégoûtent. Zabon déteste la laideur et Freezer est probablement plus à l'aise sous sa forme la plus faible. Mais tous deux peuvent rester des heures et des heures dans leur forme ultime sans se fatiguer, ce qui est déjà un bel avantage. Babidi possède le pouvoir de contrôler quiconque possède du vice. Les individus sous sa coupe deviennent alors ses esclaves et voient leur puissance augmenter. N'importe qui de malfaisant peut être touché, peu importe sa force de base, même quelqu'un comme Dabra qui est pourtant le roi des démons et approche le niveau de sel parfait. Ceci dit, cette faculté a ses limites. Les personnes sans vice comme Sangoku et sa famille y sont complètement immunisées. De plus, le contrôle n'est pas toujours total. Ainsi, Vegeta va jusqu'à manipuler Babidi pour utiliser ce pouvoir sur lui et augmenter son niveau afin de faire jeu égal avec Sangoku. On peut se demander qui contrôle qui au final. Dans la même veine, on peut parler du rayon de Diableman.
Celui-ci est peut-être même l'ancêtre du pouvoir de Babidi, car il reprend les mêmes critères. Quiconque est touché par ces attaques voit son vie s'enfler en lui jusqu'à exploser et meurt au bout d'une poignée de secondes. Cette capacité unique à Diableman est sacrément avantageuse. Elle aurait probablement pu éliminer Freezer sans problème. C'est d'ailleurs dommage que Toriyama l'ait complètement occulté, car elle aurait pu sauver la Terre de l'invasion des Saiyans sans même que la Z-Team n'ait à se battre. Ce n'était pourtant pas difficile de nous fournir n'importe quelle explication scénaristique pour expliquer son absence. Notons que le rayon de Diableman est apparu au tome 9 en 1987 et le contrôle de Babidi au tome 38 en 1994. Cela fait tout de même un sacré écart. Lorsque Ginyu s'aperçoit que Sangoku est plus fort que lui, ce n'est pas uniquement la peur qui l'anime, mais aussi la satisfaction. Pour preuve, grâce à sa botte secrète, il échange son corps avec le sien, lui volant ainsi toute sa puissance. Du moins en théorie, mais cette technique, aussi bonne soit-elle, nécessite ensuite un temps d'adaptation. Ainsi, au lieu d'afficher 180 000 unités comme prévu, Ginyu ne plafonne qu'à 23 000 dans l'enveloppe corporelle de Sangoku. C'est ainsi qu'il se fait battre par Vegeta. Ceci dit, on peut supposer que s'il avait bénéficié de plus de temps pour maîtriser ce nouveau corps, cela ne lui serait jamais arrivé. Au final, cette capacité a principalement servi de ressort scénaristique pour écarter Sangoku pendant un temps du combat final contre Freezer sur Namek. Néanmoins, elle peut offrir des pouvoirs presque illimités à celui qui la maîtrise. Ginyu aurait sans doute pu échanger son corps avec celui de Freezer et régner à sa place sur l'univers. Pour les nouvelles générations, le temps est une donnée maîtrisée surtout par Whis et Hit. Mais comme j'ai dit que je ne parlais pas de Dragon Ball Super, je me contenterai d'évoquer Guildo. Cette espèce de crapaud possède une force ridicule par rapport à ses compagnons du commando Ginyu, mais il a sa place parmi eux grâce à son pouvoir d'arrêter le temps. Certes, cette capacité ne donne pas grand-chose dans le manga, car Guildo la maîtrise très mal. Incapable de l'utiliser plus de quelques secondes, elle lui est même inutile tellement Krillin et Sangohan se montrent plus rapides que lui et savent le repérer à l'aura. Il n'empêche, elle ouvre des possibilités folles. On peut par exemple figer un adversaire et l'égorger avec une lame en une fraction de seconde, sans même qu'il s'en rende compte. En tant que roi des démons, Dabra est très puissant. Il avoisine le niveau de sel parfait, ce qui le place facilement dans le top 5 des personnages les plus forts lors de son apparition. De plus, il est assez classe avec son épée, son charisme et ses idées machiavéliques. Pourtant, ce que l'on retient surtout de lui, c'est sa salive. Celle-ci possède des propriétés uniques. Elle peut au moindre contact transformer n'importe qui en statue de pierre. Piccolo et Krillin se font surprendre et neutraliser en un rien de temps. Quant à Sangohan, il a la chance de porter un gant et le réflexe de l'enlever juste à temps pour ne pas subir le même sort. Tout comme les précédents pouvoirs cités, la salive de Dabra ne prend pas en compte le niveau de puissance de ses adversaires. Même quelqu'un avec 5 unités peut battre avec ce pouvoir une personne avec 100 000 points. Elle neutralise également toutes les capacités de régénération a priori. Dommage que cette capacité probablement inspirée du mythe grec de Méduse n'ait pas été un peu plus exploitée. La régénération est l'un des pouvoirs les plus employés dans Dragon Ball. Il en existe plusieurs sortes. La première est celle des Namek. Ils peuvent faire repousser un de leurs bras coupés au combat, un peu comme un lézard. La seconde régénération est celle de Cell. Tant que son noyau n'est pas été détruit, il peut reconstruire son corps. Au passage, ce monstre prétend détenir cela grâce aux cellules de Piccolo, mais je ne suis que moyennement convaincu car aucun Namek n'a fait pareil. Si Piccolo Daimayo possédait une régénération aussi poussée, il ne serait pas mort lorsque Sangoku lui a transpercé le ventre. Selon moi, le docteur Gero s'est certes servi des cellules de Piccolo lorsqu'il a créé Cell, mais il les a également améliorées grâce à sa science fabuleuse. C'est un avis personnel. La troisième régénération est celle de Boo. Elle est encore plus poussée. Tant qu'on ne l'a pas annihilé à 100%, ce démon se reforme à l'infini sans que cela lui procure la moindre fatigue. C'est ainsi qu'il tient tête à Sangoku en Super Saiyan 3 car sinon, il serait inférieur à lui. Cette incroyable régénération lui confère une impression d'immortalité. En plus, cerise sur le gâteau, même coupé en deux, chaque partie de Boo reste vivante et peut continuer à se battre. C'est ainsi qu'il surprend Tenshinhan d'un coup de pied
alors qu'il a pourtant le buste tranché. Si Boo est le personnage le plus connu lorsque l'on pense aux métamorphoses, il n'est pas le premier à disposer de ce pouvoir. Bien avant lui, Toto le lapin peut transformer n'importe qui qu'il touche en carotte. Il se sert de cette faculté pour répandre la terreur dans une petite ville avant d'être arrêté par Sangoku et transporté sur la Lune. Pour sa part, si Boo transforme les autres également en nourriture, c'est surtout par plaisir. En effet, il est par exemple plus puissant que Dabra et l'aurait tué de toute façon sans avoir besoin de le métamorphoser en biscuit. Pareil pour Krillin et tous les autres réfugiés au Palais Céleste. En revanche, face à Végétaux, ce pouvoir ne sert à rien. Même en bonbon, le Saiyan ultime reste supérieur à lui. Une question se pose alors. Ce pouvoir est-il réellement efficace sur quelqu'un de plus fort que soi? On part sur un oui, car l'épisode avec Végétaux ressemble plus à un gag qu'autre chose. Dans ce cas-là, c'est un pouvoir incommensurable pour battre quasiment n'importe qui. Avec la régénération, l'absorption est l'autre pouvoir qu'ont en commun Cell et Boo. Elle leur est à tous les deux extrêmement utile pour gagner en puissance au détriment de la Z-Team. Au départ inférieur à Piccolo, Cell en première forme le dépasse quelques jours plus tard après avoir absorbé des centaines de milliers d'humains. Même si leurs forces individuelles sont risibles, en les additionnant, elles donnent un résultat énorme. Techniquement, on peut même considérer que la puissance de Cell est infinie tant qu'il trouve des gens à absorber. L'absorption de Boo est plus sournoise encore. Elle permet en s'y prenant correctement de neutraliser un adversaire plus puissant que soi en quelques secondes et de s'approprier sa force. Nul besoin de se cacher pendant quelque temps et de partir à la recherche de victimes. Le résultat est instantané. Boo dissimule des parties de son corps qu'il contrôle à distance et enveloppe avec elles ses ennemis les plus gênants. C'est de cette manière qu'il surprend Gotenks, Piccolo et Sangohan. Dragon Ball est décidément un manga très riche. Peut-être un peu trop pour son auteur, qui s'est parfois laissé déborder en ne faisant que survoler certains aspects de son œuvre. J'aurais pu encore parler de la paralysie de Quildo, de la téléportation de Shibito, ou bien encore de la télékinésie propre à Chaozu, Kaioshin et Freezer. Comme d'habitude, il faut faire des choix, et j'estime que ces 10 pouvoirs sont les plus marquants de ce formidable manga. C'était Losaru, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.